Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le pôle Innovalliance. Donc, je me présente, je suis Marion Pillot, chargée de mission pour le pôle au sein du service réseau et croissance à Avignon. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec nos adhérents agrithermiques en la personne de Vincent Stoffer et Ergaia en la personne de Fabien Cuc et Vincent Mallet. Donc bienvenue à tous les trois. Ce webinaire s'inscrit directement dans la continuité de notre journée technique du 1er juillet qui était dédiée à la culture du cannabis en France et à sa valorisation. Journée à laquelle Vincent, Fabien et peut-être certains parmi vous ont participé. Donc cette journée a suscité un véritable engouement avec plus de 120 participants. C'est la raison pour laquelle Pôle vient de lancer un appel à idées de projet autour de cette thématique. Et Mathilde va vous mettre sur le chat, sur votre droite, le lien vers le formulaire qui sera disponible jusqu'au 30 septembre sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des projets, à les soumettre par le biais de ce formulaire, si vous souhaitez bénéficier de notre accompagnement en termes de partenariat ou de financement. Voilà, et pour l'heure, donc, nous vous proposons d'explorer plus avant encore, en repartant donc des enjeux de la culture de cannabis thérapeutique, la conception de systèmes énergétiques et d'équipements de maîtrise du climat de serre de cannabis, avec, dans un premier temps, Vincent Stoffer, donc président de la société Agrithermique, et dans un second temps, Fabien Cuc et Vincent Mallet, donc pour la société Ergaia, qui se connaissent bien tous et collaborent régulièrement. Je vous invite à poster vos questions au fur et à mesure via le chat, donc sur votre droite. Questions que nous pourrons relayer à l'issue des présentations lors des sessions à questions-réponses. Donc, si on a beaucoup de questions, on pourra faire une première session après la présentation de Vincent Stoffer. Sinon, on pourra faire une session commune après celle de Fabien Cuc et Vincent Mallet. Voilà, si vous avez le moindre souci de connexion, son ou autre problème technique, ma collègue Mathilde est également connectée et à votre disposition. Merci de votre attention. Et donc, Vincent, je vais vous laisser la parole. On va mettre votre présentation. Voilà. Bonjour à tous, je suis Vincent Stoffer, directeur d'Agrithermique, un petit bureau d'études en maîtrise du climat fait de les serres, qui propose aussi Hortinergie, un logiciel en ligne. Pendant 20 minutes, je vais vous présenter les différentes méthodes de maîtrise faites de climat de serre de production faite de cannabis. Je vais commencer par présenter quel climat est requis. Ensuite, quels sont les principaux équipements pour maîtriser tout ce climat. Pour continuer par les systèmes énergétiques. Je vais poursuivre par présenter Hortinergie, qui est un logiciel en ligne qui permet de simuler le climat et les consommations énergétiques de serre et les activités d'agrithermique. En France, en Europe, il y a 3 types de cultures de cannabis. Il y a la culture en plein champ, qui est pour les matériaux, qui est pour le bâtiment, et les extractions pour le bien-être. Et dans le cannabis médical, il est soit produit sous serre, soit indoor. Sous serre, pour l'instant, c'est plus en Europe du Sud, Portugal, Espagne, Grèce. Et indoor, c'est en Europe du Nord. Le focus aujourd'hui sera sous serre. On verra que c'est une production qui est très technique, qui nécessite beaucoup d'équipements climatiques et qui a une forte consommation énergétique pour chauffer, pour déshumidifier, pour éclairer et parfois refroidir. Je vais commencer par le climat. En cannabis, on veut contrôler 5 paramètres: la température, l'hygrométrie, la lumière, le brassage d'air et le CO2. On verra tous dans le détail après. La température, elle est assez élevée. La température idéale est entre 24 et 25 degrés avec une faible amplitude. Donc maximum, il faut avoir plus que 20 degrés fait la nuit et descendre sous les 30 degrés maximum fait toute la journée. Et un delta T jour-nuit assez faible. L'hygrométrie est le gros challenge dans le cannabis, où l'humidité relative en phase de production doit être inférieure à 60% et même à 50% en phase de récolte de fleurs.
Le cannabis a besoin de beaucoup de lumière. On verra ensuite ce que ça veut dire DLI et MOL. Et d'avoir en phase de production maximum 12 heures de lumière par jour. Un brassage d'air est important. La concentration de CO2, plus elle est importante, mieux c'est. Le cannabis est une fleur qui aime avoir un climat constant. Donc, il faut qu'on ait le climat tout au long des 10 semaines, des 15 semaines faites de production, jour, nuit, et très peu de variabilité. Je vais tenter une comparaison grossière avec la production faite de tomates sur des ordres faits de grandeur pour bien montrer que c'est une plante qui est plus exigeante. Par exemple, pour la température, en tomate, on souhaite avoir 20 degrés fait de la journée, 20 minimum. En cannabis, on veut une moyenne 24 heures faite de 24 degrés minimum. L'humidité, elle doit être faible, maximum de 60%. Le cannabis, qui a quand même une surface foliaire assez élevée, transpire plus que la tomate. Il y a des besoins en lumière qui sont très élevés. Donc, il y aura un éclairage artificiel fait nécessaire. Cet éclairage, il est entre 500 et 700 micromoles par mètre carré par seconde. Donc, c'est 3-4 fois plus que la tomate. Tout cela, ça génère quand même des consommations de chauffage qui sont le double qu'une production faite de tomates. On est sur des serres assez petites. En tomate, on raisonne en nombre d'hectares. En cannabis, on est souvent sur une surface d'un site qui est de 1000 m², 2000, maximum 1 hectare, avec des petits compartiments entre 300 et 1000 m² maximum. Donc l'ensemble fait qu'on a quand même des coûts de chauffage et de déshumidification qui sont très élevés, le double que la tomate, et surtout un coût d'éclairage qui est le principal poste de charge, qui est vite entre 50 et 80 euros par mètre carré. C'est des serres ultra high-tech qui sont assez petites, donc le coût d'investissement est très élevé, entre 500 et 1500 euros, donc 4 à 5 fois plus, 4 à 10 fois plus qu'une serre Venlo classique. Donc, pour résumer, au sens équipement, au sens taille, au sens budget d'investissement et de fonctionnement, on est bien plus proche des serres de recherche type INRA qu'une serre Venlo de production faite de tomates. L'efficacité énergétique d'une serre faite de cannabis, c'est 8 paramètres qui doivent marcher ensemble. Le premier, c'est comment est-ce qu'on produit l'énergie, comment est-ce qu'on produit l'eau chaude faite de la chaleur, parfois l'eau froide, l'eau glacée pour l'électricité faite de le courant. Ensuite, comment est-ce qu'on émet cette chaleur? Ça peut être par des gaines, par des aérothermes, par des tubes radiants. C'est des serres qui ont une température de consigne élevée. Donc, pour avoir une facture énergétique pas trop élevée, il faut qu'elle soit bien isolée, avec plusieurs écrans. Mais en général, plus on isole une serre, moins on aura de lumière. Donc, il y a une vraie problématique de maîtrise faite de l'éclairage et de la lumière. Avoir des surfaces transparentes avec une excellente transmission et un éclairage artificiel. La déshumidification est un enjeu crucial. On verra ensuite quelles sont les 4 ou 5 techniques possibles. La maîtrise de l'aérolique est importante pour avoir un climat homogène sur tout le long de la fleur et de dessécher et d'assécher toutes les fleurs avec une vitesse d'air d'environ 1 mètre par seconde. On veut éviter les surchauffes. Et ensuite, plus on injecte de CO2, meilleur c'est pour la plante. Et on voit même aux USA certains cas où les producteurs ils montent à plus que 1000 ppm, 1500, voire 2000 ppm. Et les serres, on n'a pas le droit de tout les rentrer car c'est pas une atmosphère saine pour l'être humain. Le premier enjeu,
qui est la facture énergétique la plus élevée, c'est la lumière. En lumière, pour une plante comme le cannabis ou comme la tomate, on raisonne en rayonnement photosynthétique absorbé par la plante. C'est le PAR. Donc ça correspond en gros au spectre visible, moins le vert. L'unité faite de puissance, c'est les micromoles par mètre carré par seconde. Donc ça veut dire le nombre de photons solaires que la plante peut absorber pour sa photosynthèse. Ça, c'est la puissance et l'énergie, qui est le cumul journalier. C'est le DLI, ou Day Light Integral, donc qui est le cumul de photons, en fait, tout de mol par mètre carré par jour. Les besoins en lumière sont très élevés. En général, on est à 35 mols par mètre carré par jour. En cannabis, 33 minimum d'un côté. Et de l'autre, quand on est en phase de production, on a besoin d'avoir 12 heures d'obscurité. Ça, c'est les deux contraintes. Et ici, j'ai présenté dans le cas de Lyon, pour chaque mois, dans une serre typique en verre, en part, pour chaque mois, combien de mols arrivent au couvert végétal et quel est l'éclairage artificiel nécessaire. En décembre-janvier, dans le nord de la France, on a entre 3 et 4 mols par jour. Dans le sud, on va avoir 8 ou 9, ce qui fait qu'on a un faible gain solaire et qu'on a besoin de beaucoup d'éclairage artificiel. L'été, globalement, on a assez de lumière, voire trop de lumière. On a assez fait de lumière, donc on a peu d'éclairage en fait d'appoint. La puissance d'éclairage, souvent, c'est des LED, parfois des lampes au sodium, mais elle est très élevée, entre 500 et 700 micromoles, soit 3 fois plus qu'en tomate. L'éclairage, c'est le principal coût de fonctionnement, en gros entre 50 et 60 euros par mètre carré. Ensuite, il y a l'enveloppe de la serre. Le but de l'enveloppe, c'est qu'elle soit transparente pour avoir le plus de lumière, qu'elle soit assez bien isolée pour avoir le moins de perte thermique, et ensuite d'éviter d'avoir trop de chaleur, surtout en été dans le sud. Les serres de cannabis, en général, elles sont en verre, parfois en ETFE, donc dans la moitié nord de l'Europe. Au Portugal, en Grèce, on voit quand même beaucoup de serres plastiques. Pour le cannabis, elles sont toujours équipées d'écrans, voire souvent 3 écrans. Un écran occultant thermique qui permettra de faire l'obscurité 12 heures par jour, qu'on voit ici. Un écran thermique transparent qui, lui, lorsqu'on aura peu d'ensoleillement, permettra de chauffer moins, d'avoir moins de besoin de chauffage. Et dans le sud de l'Europe, on rajoute souvent des écrans d'ombrage diffusant pour éviter d'avoir une facture énergétique pour refroidir trop importante. Dans la quasi-totalité des cas, les pignons, donc les côtés de la serre, les pignons et les longs pans sont des panneaux sandwich opaques isolés pour éviter de mettre des écrans. L'humidité est la principale problématique du cannabis. Du plus simple au plus compliqué, je vais vous présenter 4 techniques pour déshumidifier. La technique classique qu'on a en général dans les serres, c'est qu'on ouvre au fêtage. L'air froid sec rentre, l'air chaud humide sort. Mais dans une culture de cannabis, c'est vraiment pas conseillé, car il y a un climat qui sera vraiment pas homogène, qui va générer des maladies, et ça génère une forte consommation de chauffage. Donc en hiver, c'est pas conseillé, mais par contre au printemps, en été,
ça peut être pertinent quand les conditions sont plus favorables. La seconde solution, c'est des ventilations mécaniques contrôlées avec soit des extracteurs sur les côtés, hein, ou un ventilateur, en fait, tout comme ici, qui va prendre l'air sec au-dessus des écrans, entre l'écran en fait, et le fêtage, et qui va le ramener sous la serre. Il existe les systèmes améliorés, comme les déshumidificateurs thermodynamiques qu'on voit ici. C'est des pompes à chaleur qui vont déshumidifier. C'est des systèmes simples, faciles à mettre en œuvre, consommateurs d'électricité. Il y a 3-4 fabricants en fait, sur le marché, dont des Français comme Caldor ou comme Richel. Et les systèmes les plus élaborés, c'est des systèmes de traitement d'air qui à la fois qui peuvent déshumidifier avec ou sans chauffage, peuvent chauffer et peuvent rafraîchir. C'est ce que Airgaia va proposer fait ensuite. Une bonne pratique économique, hein, c'est de combiner des systèmes performants comme cela avec des systèmes de ventilation mécanique contrôlés quand les conditions sont favorables. Donc, on a vu qu'il y a vraiment 3 approches, 3 usages énergétiques, le chauffage, le CO2, l'électricité faite de la DSU. Donc, c'est une approche économique qui est assez complexe. Hein, surtout que l'électricité, c'est le premier poste de dépense. Et le CO2 liquide est de plus en plus cher. L'approvisionnement est de moins en moins sécurisé. Donc là, je vais juste comparer 2 choses. En fait, les chaudières gaz, hein, qui fonctionnent au gaz naturel, qui permettent de faire de l'eau chaude et d'avoir du CO2 ensemble, et une cogénération, donc qui est un moteur qui fonctionne au GNL ou au gaz naturel, qui fera aussi de l'eau chaude, du CO2 et de l'électricité. Et cette électricité, elle est utilisée pour l'éclairage ou pour la déshumidification, voire pour refroidir. Assez surprenant, la cogénération, dans le contexte français, permet quand même, semble être assez pertinente, car ça permet d'avoir une électricité à bon marché, et s'il y a un surplus, on peut le vendre sur le marché. Ensuite, je vais présenter Hortinergy. Hortinergy, c'est un logiciel en ligne qui simule le climat des serres, les consommations énergétiques. Il a été développé en partenariat avec Agrocampus, Société Eiffel, Telerato. C'est un peu comme une serre virtuelle. Ça permet de comparer différents scénarios. Par exemple, le nombre d'écrans, différents systèmes pour déshumidifier et de trouver la configuration la plus adaptée. Il est très utilisé pour les projets de cannabis en Amérique du Nord, en Europe du Sud, surtout Mexique, Espagne, Grèce et en Afrique du Sud. Je vais montrer un exemple avec un projet d'une serre de cannabis de 1000 m² qui est à côté de Lyon. C'est un exemple fictif, hein, c'est juste une étude de cas. C'est pas une serre concrète. Hein. Donc là, il y a un formulaire d'entrée qui est assez simple. On rentre les dimensions faites de la serre, la longueur, la taille d'une chapelle, le nombre de chapelles et la hauteur. On rentre ensuite la couverture. Donc là, il y a une liste déroulante avec les différents types de couverture, le verre, différents types de plastique, que le F-Clean, différents types de polycarbonate. Et on peut rentrer jusqu'à 3 écrans horizontaux, hein, les écrans thermiques, les écrans d'ombrage, les écrans d'occultation, où on rentre les caractéristiques de la fiche technique, donc le pourcentage d'ombrage et l'efficacité énergétique. On rentre ensuite les paramètres climatiques,
Donc les températures de chauffage, la journée, la nuit et la température de ventilation et l'humidité maximum qu'on souhaite avoir. On rentre ensuite comment est-ce qu'on veut gérer en fait, tous les écrans. À quelle lumière, à quelle luminosité l'écran thermique que se déploie. Par exemple, ici, c'est à 80 watts par mètre carré. Et pour l'écran d'occultation, combien d'heures d'obscurité on souhaite avoir. Un paramètre important, c'est l'éclairage, où là, on rentre les caractéristiques de l'éclairage, si c'est des LED, si c'est du HPS, la puissance maximum en micromol par mètre carré, l'efficacité, quelle quantité de lumière on souhaite atteindre, donc en mol par jour par mètre carré. En cannabis, c'est en général 35. Et le nombre d'heures d'obscurité qu'on veut avoir pour le photopériodisme. On peut rentrer les différents systèmes de désu comme de rafraîchissement, comme les serres semi-fermées, les serres fermées, les systèmes de rafraîchissement qui sont adiabatiques, comme les padins de fan et la brémisation. Je vais présenter rapidement quelques résultats. Donc là, c'est la serre qui est autour faite de Lyon. On a demandé une température de nuit de 22 degrés et de 25 degrés faite toute la journée. On voit ici, journée typique que de janvier, le temps, l'ensoleillement extérieur qui ne dépasse pas 200 watts. Et ici, il y a la transpiration faite de la plante. On voit bien que la plante, elle transpire en fait la nuit, car l'éclairage est activé. Et pendant en fait 12 heures, en fait, il n'y a pas d'éclairage, donc la plante, elle ne transpire plus. Et la lumière, les LED ici, on a quasi la même transpiration la nuit avec les LED que la journée faite avec le soleil. En bleu clair, on voit en fait de la ventilation. Donc on a besoin d'une ventilation d'un volume par heure tout le temps. Donc dans le cas d'une serre classique, il faut que les ouvrants au fêtage soient légèrement fait ouverts pour déshumidifier. Maintenant, si on regarde une journée typique que de juillet, avec l'ensoleillement toujours, la transpiration, la ventilation. On voit bien que la transpiration est élevée quand l'ensoleillement extérieur est fort, mais le soir à 19h, il y a l'écran d'occultation qui se tire pour qu'on ait fait plus de lumière jusqu'au petit matin à 8h. Et pareil, il nous faut une humidité faible, donc il y a toujours une ventilation élevée. Donc dans cette étude de cas, si on regarde la lumière, si on prend par exemple décembre, donc la lumière en mol qui atteint le couvert végétal, c'est la courbe verte. Ici, il y a l'échelle. En violet, c'est l'objectif en lumière qui est entre 25 et 30 mol. Et en rouge et en bleu, c'est l'éclairage LED nécessaire. On voit qu'en janvier, on a 4 mol par jour d'éclairage naturel et que l'éclairage photosynthétique monte jusqu'à 25 mol. Par contre, l'été, l'éclairage naturel suffit grandement et on a très peu d'éclairage photosynthétique. Ce qui fait qu'on a quand même des besoins d'éclairage énormes, qui sont de 535 kWh par mètre carré. On verra qu'ils sont comparables au chauffage.
Et si on compte 10 euros le mégawattheure, ça fait une facture énergétique d'éclairage de 53 euros par an. Maintenant, les besoins de chauffage, on voit qu'ils sont assez élevés, comparables à l'éclairage. Très élevé en fait de l'hiver, faible fait l'été. 547 kWh par mètre carré, ça correspond au double fait de la tomate, avec une facture énergétique de 16 euros par mètre carré. Et là, c'est dans le cas avec un système qui est pour déshumidifier. Et lorsqu'on regarde les besoins latents, donc c'est les besoins qui sont pour déshumidifier, on voit qu'ils sont de 330 kWh par mètre carré en besoin brut. Si on a un système thermodynamique assez efficace, avec un coefficient en fait de 3, ça correspond à 110 kWh électriques par mètre carré, donc un coût d'environ 11 euros par mètre carré. Donc on a 53 euros d'élec, 16 euros fait de chauffage, encore 11 euros d'électricité. On est à un coût de fonctionnement de 90 euros par mètre carré par an. Alors qu'en tomates, on est entre 10 et 20 euros, même si on est clair. Donc il y a des vrais enjeux énergétiques et des coûts de fonctionnement très élevés. Et pour terminer, je vais juste présenter en 30 secondes Agrithermique. Agrithermique, on a un bureau d'études indépendant spécialisé en efficacité énergétique des serres. Notre métier, c'est les études de faisabilité. Grâce à Hortinergie, on a une bonne expérience en conception faite de serres de cannabis en France, en Europe et en Amérique du Nord. Et on accompagne aussi les producteurs dans la recherche faite de financement, en particulier faite les C2E pour l'investissement. Pour conclure, le cannabis médical sous serre nécessite une maîtrise délicate du climat. Le principal challenge, c'est la déshumidification. Les consommations énergétiques sont très élevées. On a vu de l'ordre de 80 kW, de 80 euros par mètre carré fait par an. C'est des petits compartiments. Et l'ensemble fait qu'on est beaucoup plus proche des serres de recherche type INRAE que des serres classiques de production faite de tomates. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation, Vincent. Donc, en effet, si vous avez des questions particulières sur cette première présentation, n'hésitez pas à les poster sur le chat sur votre droite. Sinon, on peut enchaîner. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions pour l'instant. Voilà, donc on peut enchaîner avec votre présentation, Fabien et Vincent, pour la société Ergaia. Et puis, on fera une session commune de questions-réponses dans ce cas. Merci. Donc, on change la présentation et c'est à vous. Merci. Si tu prends la main. Là, oui, bonjour à tous. Il semblerait que Marion ait perdu sa connexion, mais du coup, je vous propose d'enchaîner sur notre deuxième partie avec la présentation de la société et de la solution Ergaia. Donc voilà, moi je suis Fabien Cuc et nous travaillons avec Vincent Mallet sur ce projet-là. Voilà, donc je vous propose déjà, nous sommes très très heureux de pouvoir participer à ce webinaire, vous présenter du coup notre activité et nous vous proposer nos solutions. Voilà, nous remercions bien sûr l'équipe d'Innovalliance pour cette organisation et nous vous remercions pour votre participation. Donc, je vous propose de vous présenter brièvement l'entreprise Ergaia et ensuite de passer sur une étude de cas sur une serre type. Donc là, on est sur une serre de 500 mètres carrés. Donc, on va pouvoir vous exposer un petit peu les enjeux et les solutions pour le traitement de l'air pour ce type de serre.
Voilà, donc Ergaia, du coup, nous sommes une jeune entreprise spécialisée dans les systèmes de traitement de l'air qui permettent de déshumidifier, de chauffer, de rafraîchir ou de ventiler. Nous avons dédié 100% de notre activité au marché de l'agriculture sous abri. Voilà, nous concevons, nous fabriquons, nous programmons nous-mêmes nos systèmes, disons, à Montpellier et nous travaillons en étroite collaboration avec les producteurs directement sur le terrain. Voilà, notre offre se divise du coup en plusieurs étapes. Nous travaillons spécifiquement à l'étude de chacun des projets pour bien dimensionner les besoins et avoir une réponse adaptée. Nous réalisons du coup la production en propre sur notre site en France. Et ensuite, nous réalisons le suivi des travaux d'installation, la mise en service, la formation des utilisateurs et l'accompagnement au paramétrage pour optimiser les performances. Et enfin, nous vous proposons de réaliser la partie maintenance et le suivi de systèmes que nous connaissons et que nous maîtrisons complètement. Alors, pour revenir du coup au sujet du cannabis, comme vous le savez, la culture de cannabis a été récemment autorisée en Europe, donc, et elle le sera prochainement en France. Donc, les secteurs où il y a le plus d'antériorité, le plus d'expérience, ils se situent plutôt en Amérique du Nord. Et c'est sur la base de ces éléments-là qu'on va pouvoir vous proposer cette étude de cas. Donc, on a choisi une serre moyenne de 500 mètres carrés avec 4 mètres de hauteur, une serre en verre, pour pouvoir du coup un petit peu balayer tous les enjeux et bien comprendre quelles sont les limites et les solutions qui seraient à traiter. Bien. Alors, on va déjà commencer par regarder quel est le niveau d'évapotranspiration de cette culture. Donc, quand on regarde du côté du Canada, des États-Unis qui ont un bon retour d'expérience, on retrouve assez souvent un ratio d'évapotranspiration de 4 pintes US par jour et par plante, ce qui correspond à peu près 2 litres. Donc, cette valeur d'évapotranspiration concerne une plante à maturité avec une concentration de 1 à 4 pieds au mètre carré. Et quand on vient projeter donc ces chiffres dans le tableau ci-dessous, on voit que on a des chiffres qui vont de 0,1 litre/heure par mètre carré à 0,6 litre/heure par mètre carré. Bon, bien entendu, plus il y a de pieds, plus on a de quantité d'eau à déshumidifier. Et puis, lorsqu'on est en photopériode de 12 heures, c'est-à-dire en stade de floraison, la plante va transpirer un petit peu plus. Donc, ce sont des chiffres 0,1 litre. Enfin, on voit qu'en moyenne, on tourne autour de 0,3 litre/heure par mètre carré. Ça paraît peu, 0,3 litres, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est considérable. C'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur du maraîchage. Et c'est vraiment une des spécificités de cette culture. Alors, puisqu'il s'agit maintenant de déshumidifier, la première question, c'est est-ce qu'on va pouvoir déshumidifier avec l'air extérieur? Alors, il y a le diagramme que vous avez à droite, là, c'est le diagramme de l'air humide qui est bien utile pour comprendre ce qui se passe. Donc, en abscisse, les températures, en ordonnée, la quantité de vapeur d'eau qui est naturellement dissoute dans l'air. On a placé en violet un point à 18 degrés 75% qui est les conditions moyennes d'une serre de maraîchage. Et en vert, des conditions moyennes d'un hiver sous nos latitudes. Donc, le principe de la déshumidification par l'air extérieur, c'est de remplacer l'air chaud et sec, l'air chaud et humide de la serre par l'air extérieur qui, puisqu'il est froid, contient peu d'humidité. Donc, à chaque fois qu'on va, pour cet exemple, remplacer 1 mètre cube d'air de serre par 1 mètre cube d'air extérieur, eh bien, on va évacuer, dans ce cas présent, à peu près 5 grammes d'eau. Alors, en maraîchage, ça fonctionne.
ça fonctionne si on a, pour une serre à 20 degrés, un air extérieur en dessous de 15 degrés. Il faut un différentiel de température suffisant. Et puis, bon, il y a quand même une limite, c'est que, évidemment, hein, c'est comme si on chauffait les fenêtres ouvertes. On a en permanence une déperdition thermique et ça peut quand même être judicieux quand on est sur une énergie bon marché comme la cogénération. Alors, est-ce qu'en cannabis, ça va être pertinent, sachant qu'on a d'une part un air qui est plus chaud mais moins humide et d'autre part des besoins de déshumidification beaucoup plus importants. Alors, on reprend notre diagramme de l'air humide et en violet, on a positionné le point température-humidité de la serre qui est à 24 degrés 55% environ. Donc, le différentiel de poids d'eau entre l'air extérieur et l'air de la serre est de à peu près 6 grammes par mètre cube d'air. Donc, à chaque fois qu'on va venir renouveler l'air de 1 mètre cube, on va sortir 6 grammes. Tout à l'heure, on a donné des ratios de besoin de désu de 0,3 litres/heure par mètre carré. Donc, si on reste sur notre exemple de 500 mètres carrés de serre, il faut sortir 150 litres à l'heure. Et c'est permanent, ce besoin de déshumidification, puisqu'au fur et à mesure qu'on sort de l'humidité, les plantes continuent comme elles sont arrosées, elles transpirent, et voilà. Il faut en permanence tenir la cadence de 150 litres/heure. À raison de 6 grammes par mètre cube, il faudrait renouveler l'air à 38 000 mètres cubes toutes les heures. Ça veut dire que toutes les 3 minutes, vous changez l'intégralité du volume de la serre. Donc, ça fait des courants d'air froid considérables, c'est pas envisageable, d'autant plus que ça crée un refroidissement permanent de la serre à hauteur, dans ce cas-là, de 266 kW. Pour un air qui est à 10, il peut être encore plus froid. Donc, c'est voilà, une maison, quand on veut chauffer une maison, on parle de 10-15 kW, là, vous voyez, donc c'est des puissances vraiment considérables et c'est pas envisageable, c'est pas réaliste. Donc, peut-on déshumidifier une serre de cannabis avec l'air extérieur? Non. Par contre, l'air extérieur est intéressant pour faire d'autres choses. Toujours avec ce fameux diagramme de l'air humide, vous l'avez compris, je l'aime bien. On a positionné dessus ce qu'on appelle la zone de confort, c'est-à-dire qu'entre 20 et 30 degrés et entre 40 et 60% d'humidité, la culture est dans des bonnes conditions pour se développer. Alors, évidemment, c'est un exemple d'une culture à l'autre, d'un choix de production à l'autre, etc. Ça dépend du stade de croissance. Mais pour cet exemple, en fait, si l'air extérieur est dans la zone de confort, si en ce moment j'ai de l'air à 22 degrés et 50%, eh bien, il ne faut pas se priver pour l'utiliser. On va pouvoir le rentrer dans la serre et chasser l'air qui est en train de trop s'humidifier. On peut aussi l'utiliser pour éviter que la serre monte trop en température du fait de la présence de l'éclairage LED. Donc, cet air extérieur, oui, dans certains cas, on va l'utiliser en espèce de free cooling, free déshumidification, avec quand même quelques limites qui sont que si notre serre est enrichie en CO2, on va perdre une partie du CO2. Et l'autre limite, c'est la filtration. Bon, vous l'avez vu, les besoins pour les serres de cannabis sont très différents et beaucoup plus importants que pour le maraîchage ou l'horticulture. Donc, je vous propose de vous présenter nos solutions innovantes et par le biais d'un zoom arrière, en partant de l'unité de traitement de l'air, ensuite en passant par le type d'implantation de ces unités et ensuite on verra globalement le système dans son ensemble. Alors, l'unité de traitement de l'air, donc c'est la partie qui est à l'intérieur de la serre. Elle est composée de 2 batteries d'échange et d'un ventilateur. Grosso modo, l'air va passer à travers la première batterie, il va se refroidir et il va se condenser. Et ensuite, il sera ramené en température de soufflage avec la deuxième batterie chaude. Donc, le principe est d'arriver à doser la quantité d'énergie de réchauffage de l'air pour avoir une maîtrise parfaite de la température de soufflage. Donc, nous proposons en fait un paramétrage très fin qui permet, par exemple, pour une serre à 24 degrés, de souffler à 20 degrés en été ou à 30 degrés en hiver. Tout ça en continuant de déshumidifier et avec finalement un choix qui sera fait pour la production.
ce système, du coup, il permet de déshumidifier sans chauffer, en particulier en été. On a un mode de fonctionnement du coup pour de la ventilation. Donc, on a rajouté un système de bypass qui permet d'éviter de passer les pertes de charge des batteries pour ce mode-là, ce qui permet de limiter la consommation électrique des ventilateurs. Bon, pour résumer, notre système il permet 4 modes de fonctionnement et leur combinaison, de la déshumidification, du chauffage, du rafraîchissement ou de la ventilation. Bon, pour traiter l'air, donc du coup, nous, on privilégie les systèmes en fonctionnement en circuit fermé et on a deux types d'implantations possibles. Une implantation qui se ferait comme sur la figure de gauche, en hauteur, du coup, en dessous des écrans et au-dessus de l'éclairage, et qui va souffler directement dans l'ambiance avec éventuellement des ventilateurs de reprise. Ça permet d'avoir une dynamique aérolique assez importante, de faire un peu bouger les plantes et de les stimuler. Voilà. On a également la possibilité d'avoir un soufflage en gaine, donc sur la figure de droite, où finalement vous avez un flux d'air qui est beaucoup plus maîtrisé, qui est canalisé, qui est plus doux, avec une meilleure répartition par du coup en dessous du feuillage. Donc si on recule un petit peu, on va voir le système dans son ensemble. Donc le caisson de traitement de l'air est alimenté par un groupe thermodynamique qui est à l'extérieur de la serre. Celui-ci, il va du coup distribuer de l'énergie froide et de l'énergie chaude. L'énergie chaude peut être redirigée vers le réseau de chauffage en cas de besoin dans les périodes de chauffage ou à l'extérieur de la serre si la saison ne nécessite pas de chauffage. Donc, ce groupe-là, en fait, il permet d'avoir des fonctionnements de type pompe à chaleur, du coup, pour du chauffage, et il peut compléter ou répondre complètement aux besoins de chauffage. Donc ça dépend un petit peu du climat, des températures, des contraintes, donc de la géographie, de la position de la serre. Et il peut aussi travailler comme un groupe froid, où on va du coup alimenter avec davantage d'énergie froide pour abaisser la température quand c'est nécessaire. Donc, on vous met un petit peu en situation notre solution. Donc là, par exemple, la solution bibloc, donc vous pouvez visualiser les deux unités, l'unité extérieure et l'unité intérieure, et vous voyez avec les échangeurs à l'extérieur qui permettent d'évacuer éventuellement l'énergie en été. Cette solution, on peut la décliner en soufflage en gaine, du coup, qui sont positionnés sous les tables, sous les goulottes, sous les gouttières de culture, avec le même principe. Et ensuite, ça c'est une vue synthétique, mais on va du coup multiplier le nombre d'unités en fonction de la surface à traiter et du volume global de la culture. On a une autre solution différente qui a la particularité d'avoir seulement du matériel à l'extérieur de la serre, donc c'est notre solution monobloc. Elle fonctionne avec une reprise en hauteur et un soufflage en gaine, ou l'inverse. Et du coup, ça permet un gain de place dans la serre avec une performance de déshumidification accrue par rapport au système bibloc. Donc Vincent va vous présenter juste les éléments chiffrés. Voilà, donc on a voulu avoir plusieurs réponses pour traiter le climat dans les serres. La gamme bibloc et la gamme boost se complètent et elles permettent d'avoir finalement deux réponses selon la typologie de projet. La gamme bibloc, et vous l'avez vu, un peu plus compacte, elle est plus compétitive, et la gamme boost, en revanche, est plus performante. On extrait 23 litres/heure d'humidité avec un bibloc et 37 pour la gamme boost, dans les deux cas avec une consommation d'électricité de l'ordre de 11-12 kW. Et pour information, nous sommes en train de développer une génération à haute performance avec l'objectif de dépasser les 60 litres/heure pour à peu près la même consommation d'électricité.
La gamme Biblock et la gamme Boost ont toutes les deux une puissance calorifique en mode pompe à chaleur de l'ordre de 50 kW et elles sont capables de rafraîchir en été à hauteur de 40 kW par unité. Alors, on va continuer avec notre étude de cas pour la serre de 500 m² et on va regarder comment dimensionner ces équipements dans cette serre. On a pris le cas d'une culture avec 2 pieds au mètre carré, ce qui nous amène donc à un besoin de 150 litres/heure. Et donc, pour évacuer cette humidité, avec la gamme Biblock, on va utiliser 6 unités et en gamme Boost, on positionnerait 4 unités. Alors, on est parti sur une serre de 2 chapelles de 8 mètres avec 30 mètres de long. Et on a considéré ici qu'il y avait 6 rangées de cultures par chapelle. On a positionné ici donc les 6 unités Biblock à raison de une unité au niveau de toutes les 2 rangées de cultures. Bon, là, le soufflage a été positionné en libre au-dessus de la culture. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est d'une part que vous avez ici une puissance cumulée de chauffage en mode pompe à chaleur ou même en mode déshumidification, on peut chauffer en même temps. Donc, on a plus de 200 kW quand même de chauffage que l'on peut générer avec ce système, donc c'est intéressant. Et puis également, le fait d'avoir plusieurs unités indépendantes, ça permet que dans l'éventualité d'une panne, eh bien, on a quand même les 5 codes qui continuent de fonctionner. Donc, ça sécurise grandement la production. Ensuite, dans la typologie de la gamme Boost, comme on a plus de performance, on va mettre moins d'unités. Donc ici, on a une unité toutes les 3 rangées de culture avec un soufflage qui a été ici, pour l'exemple, choisi dans une gaine. Et là, ce système monte à presque 150 kW chaud par 0 degré extérieur. Alors, pour résumer là sur notre gamme, finalement, on a voulu concevoir non pas un système de déshumidification, mais vraiment une solution de traitement d'air globale qui a un certain nombre de points forts qu'on vous a développés, mais c'est une innovation pour laquelle on a déposé 2 brevets. Voilà. C'est également intéressant de souligner que le fluide frigorigène qui est utilisé pour ces 2 gammes, c'est un fluide de nouvelle génération à bas potentiel de réchauffement climatique. C'est un fluide également qui sera toujours disponible après 2030. Donc, c'est vraiment un produit d'avenir. Et voilà, je souligne également le dernier point là, de ce slide. On n'est pas juste des industriels qui restons dans notre site de fabrication. Nous sommes également là sur le terrain avec vous, les producteurs. On suit les étapes d'installation, nous faisons la mise en service, nous vous aidons à prendre en main le système, on vous forme, on vous aide à le paramétrer, on va suivre les performances de la serre afin d'optimiser le fonctionnement. Et également, si nécessaire, on peut proposer un service de maintenance. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention et avec plaisir, nous répondrons à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 3 pour la présentation de ces solutions donc adaptées à la culture de cannabis. On a pu rentrer grâce à vous 3 dans des aspects très techniques, donc j'espère que ça répondait. Oui, alors je vois qu'il y a une question là sur le chat au niveau du fluide frigorigène. Non, on n'est pas sur du CO2. On est sur des fluides comme des R454, des R32, qui sont des fluides à bas potentiel de réchauffement climatique, en dessous de 150 pour le R454C. Voilà, non. Si ça répond à ta question, Ariane. Est-ce que vous m'entendez? Fabien, Vincent? Est-ce que tout le monde m'entend? Très bien. Ah, très bien. Voilà. Donc, merci. En effet, on a activé donc la session questions-réponses. Donc, alors, on va reprendre. Il y a quelques questions qui avaient été postées juste avant.
Une question de Jean-Nicolas Détourbet, donc la culture plein champ. Donc vous vouliez savoir où est-ce qu'elle était située Voilà, en comme Europe. ce sont des systèmes qui ont été développés récemment, ils ont pu bénéficier de toutes les dernières avancées en matière de R&D sur tout ce qui touche au génie climatique. Alors, Fabien, pour la question là, de Jean-Yves Gallo, est-ce qu'on a des installations en fonctionnement et sur quel type de culture? Bon, donc vous le savez ou peut-être pas, mais en tout cas, pour être tout à fait transparent, hein, Ergaia est une jeune entreprise qui a été créée au mois de mai. Donc, on n'a pas encore eu le temps d'avoir une première référence, d'autant plus hein, que le cannabis est une culture très récente. Néanmoins, on ne part pas de zéro. Pour ma part, j'ai une bonne expérience dans tout ce qui touche au traitement de l'air, au génie climatique et aux serres. J'ai été responsable du bureau d'études de Giordano Industries, avec qui j'ai développé la première génération de déshumidificateurs thermodynamiques, ce qui m'a amené à travailler régulièrement dans des serres et puis aussi à entendre les besoins des agriculteurs, des producteurs, et ça nous a permis de concevoir un système qui réponde vraiment de façon pertinente aux besoins variés des différentes cultures qu'on peut rencontrer. Alors, Fabien, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Il faudrait activer votre son. Alors, la question du coût. Donc, Vincent Stoffer a bien souligné qu'on était sur des serres high-tech. Et donc, il donnait une fourchette entre 500 et 1500 euros du mètre carré. Alors, il y a juste un petit point avant de répondre à la question. Le cannabis, en fait, est une plante très sensible au climat. Donc, il faut arriver à avoir une régularité et dans la température et dans l'hygrométrie de l'ambiance, pour en particulier dans la phase du coup après la floraison, pour maîtriser absolument la qualité du produit, les concentrations en molécules et éviter finalement d'avoir des difficultés en termes de qualité pour la partie thérapeutique ou médicinale. Donc forcément, avec une plante qui transpire beaucoup et des contraintes élevées en maîtrise de l'ambiance, ça amène des solutions qui sont complexes et qui du coup méritent un investissement du coup en conséquence. Alors, on va répondre, ouais, puisqu'il ne faut pas quand même tourner autour du pot trop longtemps. Voilà, pour vous donner une fourchette, le prix fourni posé va de 100 à 400 euros du mètre carré, selon jusqu'où vous avez besoin d'aller en matière de production, selon la typologie du projet. Voilà, mais aussi proposer des systèmes de déshumidification à moins de 10 euros du mètre carré. Hein, quand on parle des déshumidificateurs thermodynamiques monoblocs, on sait se positionner sur des prix très bas, mais ce n'est pas adapté au cannabis. Voilà. C'est pour ça que dans le cas du cannabis, comme on l'a vu, il faut investir suffisamment pour avoir les résultats au rendez-vous. Et certainement que le rendement de culture au mètre carré va permettre d'avoir un bon temps de retour là-dessus. Alors, je lis la question du chat. Peut-être qu'il faut que tu montes le son, c'est activé. Alors, a priori, nous, on a le son activé. Je ne sais pas si il y a encore des difficultés. Vous nous entendez ou non? Oui, alors est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Ah, génial. Merci, voilà. Vincent. En fait, tout à l'heure, vous aviez réactivé votre son, donc on parlait en même temps. Vincent, alors, vous vouliez intervenir? Dans les pays du Sud, hein, l'indoor marche bien dans les pays du Nord, hein, car c'est le coût d'éclairage qui fait que l'indoor a du sens. Dans les pays du Sud, où il y a plus de lumière, ça a plus de sens d'aller ça a du sens d'aller dans des serres, car la facture d'éclairage est plus faible. Et la France est vraiment en fait entre les deux.
Ok, alors je reviens, je crois qu'on a raté quelques questions au tout début, donc je reviens juste sur les premières. Je crois pas que vous ayez répondu par rapport à la culture plein champ, si, où est-ce qu'elle se situait en Europe? Donc, le plein champ, pour la question là, de Jean-Nicolas de Tourbet, voilà, donc le plein champ se trouve effectivement en Amérique du Nord, mais aussi en France, hein, mais on est plutôt sur du chanvre, on est moins sur du cannabis. Voilà, en France, évidemment, la réglementation est en train de s'écrire pour le cannabis. Il faut un climat qui correspond plus au climat nord de la France que sud de la France. Ok, alors ensuite on avait une autre question, voilà, d'Ariane, donc par rapport au déficit de saturation, alors vous me reprenez hein, parce que je ne suis pas hyper calée au niveau technique, mais donc pour éviter les maladies. Oui, alors pour la question du DH, bon, il faudrait le regarder dans le diagramme de l'air humide, mais effectivement, je crois que ça fait des DH de 6 comme consigne. À regarder, puisque ça va dépendre aussi du stade de la culture. Hein. Quand on est en période de floraison, il faut des DH plus élevés que pendant la phase végétative. Mais on peut tout à fait réguler sur le DH plutôt que sur l'humidité relative. Très bien. Autre question, donc des comparaisons avec les asperges sous serre vert. Alors, pour une comparaison avec les asperges sous serre de verre, peut-être que Vincent Stauffer, tu peux répondre à cette question. Bah, l'asperge a besoin d'assez peu de lumière. Donc, c'est l'un des rares légumes qui est bien adapté aux serres photovoltaïques. Pour moi, l'asperge, c'est une production assez extensive sous serre, où le financement est plus apporté par la serre photovoltaïque par rapport au cannabis, qui est une production industrielle ultra intensive. Ok. Merci. Alors, je suis en train de rapidement regarder comme on les a pas pris dans l'ordre. Voilà, n'hésitez pas à me dire via le chat s'il y a d'autres questions qu'on a oubliées entre-temps. Et Mathilde. Bon, sinon, j'en profite pour vous dire, vous rappeler que le replay vous sera de toute façon envoyé avec la présentation, les deux présentations et les contacts de nos 3 intervenants. Donc, n'hésitez pas si vous avez voilà, envie d'approfondir certains sujets avec eux, à les recontacter. Vincent, tu peux également développer les problématiques du chanvre par rapport au cannabis? Je pense qu'il y a vraiment 3 types de production. Hein. Il y a le chanvre en plein champ, hein, qui est vraiment destiné aux matériaux, hein, qui est un substitut pour l'isolation, substitut aux matières plastiques, hein, et au bien-être. Il y a quelque chose d'hybride, hein, qui est le chanvre, le cannabis sous culture pour le bien-être, où là le but c'est d'avoir du CBD. Et il y a la production de THC, et là qui se fait dans des environnements beaucoup plus contrôlés, où le cahier des charges n'existe pas encore. Il y a les premiers projets qui sont en cours d'approbation, avec un cadre qui n'est pas défini en France, qui est sous les serres high-tech ou en indoor. Il y a vraiment cette différence CBD-THC qui est la frontière. Alors, une autre question que je publie. Alors, non, on n'a pas d'exemple sur la culture de champignons. Là, des champignons, on est sur des températures beaucoup plus basses. Hein, on ne parle pas de 20 à 30 degrés, on est plutôt sur du 10 degrés, voire moins. Donc, ça, c'est radicalement différent. Et puis, voilà, on a très peu de lumière. C'est un autre métier, je dirais, de la culture de champignons. Je vais compléter. Il me semble qu'en champignon, il y a un tout petit peu de rafraîchissement, mais les besoins énergétiques sont très faibles. Il y a un facteur 10.
Très bien. Alors, autre question. Est-ce que vous estimez que les cultures sous Alors, serre… la culture la plus proche, est-ce la culture de tomates? C'est… La tomate est très proche du concombre, du poivron, mais ça reste quand même très éloigné. Évidemment, il y a des points communs. C'est un lointain cousin, voilà. On est plus proche de certaines cultures ornementales. On est plus en termes de conduite climatique, en termes de travail qui est plus intensif dans certaines variétés de cultures ornementales que dans le maraîchage. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il est tout juste midi 2, donc on a bien tenu notre timing. S'il y a d'autres questions, vous pouvez encore les publier. Sinon, merci à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire. Merci à tous les trois pour les présentations. Voilà, je vois des remerciements déjà qui arrivent. Et écoutez, si vous ne souhaitez pas forcément compléter plus, Vincent, Fabien et Vincent, on peut s'arrêter là. Et puis, encore une fois, on vous enverra tous les contacts et présentations. Bien. Bon, écoutez, merci à tous pour nous avoir écoutés attentivement pour toutes vos questions. Et on sera ravis d'échanger avec vous de vive voix prochainement. Malheureusement, je vois qu'on a perdu Marion Pillot et Mathilde du pôle Innovalliance qui ont organisé cet événement pour vous. On est bien là? Est-ce que vous nous entendez, Vincent Stauffer, vous nous entendez, vous? Oui, très bien. Est-ce que les participants nous entendent bien? Fabien, je pense que vous avez un souci au niveau du son. Il faudra qu'on… Bon, bref. En tout cas, pour tous les participants, merci à tous Et pour votre on reste à votre attention. écoute si vous voulez qu'on échange ou qu'on travaille sur vos projets. Un grand merci à tous. Et puis voilà, n'hésitez pas à regarder à nouveau l'appel à idées de projet. Et un bel été et bonnes vacances à ceux qui seront bientôt en vacances. Au revoir. Au revoir.